Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Cazobon, formatrice et conceptrice pour Orient Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode dédié à l'avenant 11 et à la consultation infirmière. Avenant que va nous présenter Emma Lecor, notre experte que vous connaissez déjà. Bonjour Emma, merci de nous accompagner et de nous présenter en quoi consiste cette nouvelle compétence infirmière sur la consultation. Je te laisse te présenter à nos collègues. Bonjour Aurélie et bonjour à tous. Je suis ravie de faire ce webinaire aujourd'hui avec vous. Je suis Emmanuelle Lecor, infirmière en pratique avancée en exercice libéral ailleurs. Je suis formatrice sur Orient Santé aussi depuis quelques années. Alors en effet, il y a quelques jours, nous avons vu arriver l'avenant 11, très attendu pour la mise en place, la mise en application de nombreuses modifications concernant les compétences infirmières. On y voit à la fois des revalorisations progressives, la mise en œuvre de la consultation infirmière avec une autonomie renforcée et tant d'autres choses. Ces compétences, nous les attendions depuis plusieurs années avec des modifications amenées par diverses lois assez récentes. Déjà la loi du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmière, le décret du 24 décembre 2025 que vous avez dû voir relatif aux activités et aux compétences de la profession infirmier, et enfin plus récemment l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'état d'infirmier. Ces textes valorisent la consultation infirmière ainsi que la démarche clinique infirmière, mais aussi le rôle d'infirmier référent, la valorisation du rôle prépondérant de l'infirmier autour de situations complexes. Nos compétences vont vers un accès vers la prévention, le dépistage, l'éducation à la santé avec plus d'autonomie. Cet avenant est particulièrement complet et nous demande une adaptation dans nos rôles auprès des patients. Pour cela, il faudra se former et euh, se former pour pouvoir développer pleinement ces nouvelles qualifications. Merci Emma pour cet état des lieux. Nous allons voir maintenant plus en détail les différentes consultations infirmières possibles avec cet avenant 11. Les objectifs de la consultation infirmière sont en lien avec les priorités de santé publique actuelles. Il s'agit de renforcer l'accès aux soins, la coordination des soins primaires, mais aussi d'améliorer les parcours de santé des patients. Nous avons aussi un impact pour valoriser la prévention et coordonner les situations complexes de soins de nos patients chroniques. À partir de 2027, la consultation sera ouverte pour deux motifs de recours, les patients nouvellement insulinotraités et le suivi post-bilan prévention. Une analyse va commencer à se mettre en place pour développer deux autres consultations infirmières en 2028, dont voici quelques thèmes qui pourront être évoqués: retour d'hospitalisation post-AVC, la prévention en santé mentale, des situations d'urgence ou les plaies. De façon progressive, donc, nous verrons arriver une première consultation en janvier 2027 pour les patients qui ont un traitement par insulinothérapie, sous réserve d'un avis favorable de la HAS, les patients qui sont atteints de diabète de type 2, et qui ont l'instauration d'un traitement initial par insuline, vont avoir la mise en place de 4 consultations infirmières dans les 6 premiers mois suivant le début du traitement. Cela va permettre une meilleure autonomie et une compréhension renforcée de la maladie, mais aussi améliorer l'éducation thérapeutique du patient, la gestion de l'insulinothérapie et l'appropriation, la mise en place du protocole prescrit, la prévention des complications et des mesures hygiéno-diététiques, et il y aura la possibilité de mettre des frais de déplacement associables à cette consultation. On va pouvoir coter un CIA qui sera d'une valeur de 20 € pour les personnes donc insulino-traitées. Il n'y aura pas d'autres actes associés et il n'y aura pas de possibilité de cumuler dans un forfait dépendance puisque l'autonomie sera souhaitée. La consultation pour l'instauration du traitement par insuline comprendra l'évaluation des connaissances du patient, l'accompagnement à la maîtrise des gestes d'auto-soin et de l'injection d'insuline conformément au protocole thérapeutique qui est proposé par le médecin.
Il sera important aussi d'évoquer l'équilibre alimentaire, l'activité physique, les risques d'hypoglycémie avec les conduites à tenir, la vaccination, le suivi du bilan des complications et aussi la prévention des facteurs de risque, notamment les risques cardiovasculaires. Le rôle infirmier dans cette consultation sera à la fois l'éducation thérapeutique, mais aussi l'accompagnement du patient pour une recherche d'autonomie au long cours, pour éviter les complications liées au diabète. En ce qui concerne la consultation post-bilan prévention, ce sera à partir du 1er juillet 2027. Il y aura 4 consultations possibles par patient dans les 3 mois après le bilan de prévention, avec la possibilité d'associer des indemnités de déplacement et toujours sous réserve d'un avis favorable de la HAS. Donc, cette consultation sera cotée un CIB d'une valeur de 20 euros, donc avec l'association avec les autres actes de la nomenclature qui ne seront pas possibles, et encore moins le BSI. Dans cette consultation, l'infirmière va proposer un accompagnement du patient et la recherche d'un niveau de santé optimal. Pour cela, il s'agira d'évaluer les mesures hygiéno-diététiques, l'activité physique, les conduites addictives s'il y en a, faire le point sur la santé mentale aussi, qui est une priorité de santé actuelle, et dépister la fragilité des sujets les plus âgés, mais aussi favoriser une couverture maximale à tout âge. Dans ce cadre-là, le rôle infirmier sera plus axé sur la prévention et la promotion de la santé, mais aussi un accompagnement thérapeutique et un dépistage précoce. Pour rappel, le bilan de prévention est accessible à diverses tranches d'âge de la vie, 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans. Il y a un premier questionnaire qui est à faire sur mon espace santé, qui est accessible directement aux patients ou à l'usager, puisque ce n'est pas forcément des patients. Vous pouvez tout à fait orienter, conseiller des personnes qui sont dans ces tranches d'âge, vous-même ou des personnes de votre entourage proche, pour faire ce bilan prévention et pour vous entraîner, pourquoi pas. Ensuite, après ce premier questionnaire qu'il sera possible de faire en format papier, la personne va prendre rendez-vous soit avec un médecin, un pharmacien, une sage-femme ou un infirmier, le professionnel de santé de son choix. L'entretien définira des priorités parmi les antécédents médicaux, personnels, familiaux. On va aussi évaluer les comportements et les habitudes de vie. La prévention et le repérage des maladies chroniques sera fait. On va évaluer le parcours de santé déjà établi pour le patient. Et enfin, évaluer le bien-être mental et social de cette personne. Ensuite, on pourra réaliser un examen clinique afin de prendre des constantes, de faire un examen physique ou faire d'autres examens si c'est nécessaire. À la suite de cela, il sera important de prioriser soit un ou deux sujets de prévention, une priorité que l'infirmière souhaite faire, mais aussi en adéquation avec ce que le patient souhaite faire. Il y aura la rédaction du plan personnalisé de prévention fait par le patient en autonomie. Vous pourrez coter du coup un RDI qui est égal à 30 euros pour la métropole et 31,50 € pour les départements et régions d'outre-mer. Après ce bilan prévention, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, il y aura la consultation infirmière qui pourra être faite si vous avez mis en évidence des priorités dans la prise en charge. Quoi qu'il arrive, il y a un compte-rendu à faire au médecin traitant pour parler de ce bilan prévention et valoriser ce bilan prévention. Merci beaucoup, Emma, pour toutes ces explications. Peux-tu nous expliquer maintenant comment nous allons pouvoir mettre en place dans notre fonctionnement quotidien ces consultations? Oui, bien sûr. Donc, la consultation va pouvoir se faire au cabinet infirmier afin d'avoir un environnement adapté au modèle de consultation, au calme, sans interférence extérieure. C'est assez idéal. Mais il est tout à fait possible de prévoir des consultations au domicile du patient, si celui-ci n'a pas la possibilité de se déplacer, par exemple, mais aussi pour évaluer la situation de la personne dans son lieu de vie. On peut tout à fait associer les deux au fur et à mesure de la prise en charge. Le BSI, c'est la prise en charge d'une personne dépendante, alors que la consultation, elle, est la prise en charge d'un patient ayant la nécessité d'être autonome et acteur pour sa santé.
L'évaluation infirmière que vous ferez de la situation du patient vous fera choisir la cotation la plus juste et c'est là un petit peu la difficulté quand on n'a pas l'habitude d'avoir cette posture de consultation. Il sera nécessaire de prendre un temps dédié pour la consultation afin d'être au calme et de prévoir une amplitude horaire suffisante pour cette prise en charge. La consultation, du coup, va être un temps d'échange privilégié dans un but commun avec le patient. Votre positionnement sera plus axé sur l'écoute active et sur l'accompagnement du patient dans sa recherche d'autonomie. Vous pourrez guider le patient pour qu'il puisse réaliser les gestes d'automesure ou les actes techniques prescrits, comme l'insuline par exemple, ou l'automesure tensionnelle. Il pourra, avec votre aide, aller chercher les informations nécessaires pour ses soins et l'amélioration de ses connaissances. Alors, ce n'est pas un positionnement que l'on connaît, qu'on a l'habitude d'avoir dans nos soins habituels, on est plutôt dans le faire. Là, il s'agit d'accompagner le patient et il sera nécessaire de construire la consultation avec méthodologie. Et là, la formation consultation infirmière sera du coup indispensable pour acquérir des outils nécessaires pour amener le patient vers l'objectif identifié. La formation va du coup se porter à la fois sur le raisonnement clinique infirmier pour développer sa clinique infirmière et les diagnostics infirmiers, mais aussi ses compétences en consultation, et enfin l'amélioration des connaissances dans les domaines de la diabétologie ou sur la prévention, ou les deux. Lors de la formation, du coup, vous allez pouvoir situer la consultation infirmière dans le cadre réglementaire, évaluer du coup le rôle propre de l'infirmier, développer ce rôle propre pour pouvoir sécuriser sa pratique consultative, la consultation infirmière. Il faudra du coup avoir un recueil de données exhaustif pour avoir des données cliniques et analyser enfin la situation de santé du patient pour pouvoir identifier les besoins, identifier les priorités dans sa prise en charge. Parler avec lui de ses priorités pour pouvoir identifier, formuler des diagnostics infirmiers, du coup mettre en place un objectif de soins et des interventions qui vont en découler. Ces interventions seront nécessairement à mettre en adéquation avec le patient puisqu'il doit être acteur de sa prise en charge. Conduire une consultation infirmière structurée en mobilisant un entretien adapté et des interventions ciblées pour répondre aux objectifs de soins, c'est surtout favoriser l'autonomie de la personne. Les compétences qui sont spécifiques au diabète, effectivement, réactualiser ses connaissances sur le diabète. Il y a régulièrement des nouveautés sur le diabète. Pouvoir expliquer aux patients avec des termes simples, compréhensibles, le mécanisme physiopathologique pour qu'ils puissent se projeter dans cette maladie, apprendre à vivre avec, comprendre les traitements, les courbes glycémiques avec le freestyle, assez pratique d'ailleurs. Comprendre aussi le suivi qu'il va avoir hein, avec les prises de sang, les différents rendez-vous médicaux. Il faut aussi gérer les hypoglycémies et enfin les complications à court, moyen et long terme. Parler d'équilibre alimentaire, un petit peu les bases d'équilibre alimentaire, l'hydratation, valoriser l'activité physique, notamment l'activité physique adaptée, détecter les facteurs de risque, notamment les risques cardiovasculaires qui sont très fréquents. Souvent, il y a des comorbidités d'ailleurs associées au diabète. Améliorer la couverture vaccinale, ça c'est un point très important dans la prise en charge et dans la consultation infirmière du patient diabétique. Et enfin, favoriser la coordination dans la prise en charge du diabète. Il est important de comprendre que le patient doit se projeter dans sa maladie pour vivre avec le diabète, pour réduire les complications et voilà, pouvoir le faire de façon compréhensible. Concernant la prévention, donc il s'agit d'améliorer ses connaissances en matière de prévention et de promotion de la santé. On en parle de plus en plus actuellement. Hein, actuellement, les lois santé sont dans le virage de la prévention. C'est une place à prendre qui est importante pour les infirmières. Il s'agit du coup de comprendre aussi tous les points à aborder dans le bilan prévention pour aller assez rapidement et ne pas trop perdre de temps dans cette consultation. Savoir mener un entretien et notamment un entretien motivationnel. Notre entretien motivationnel parfois assez court, mais qui va s'appuyer sur des points précis. Connaître les outils de dépistage de la fragilité et les différents outils que vous allez pouvoir utiliser pendant le bilan prévention. Et enfin, améliorer ses connaissances en matière de vaccination et de dépistage des complications.
Et là, effectivement, il s'agit de valoriser les bons comportements pour la santé, éventuellement que le patient revienne par la suite vers vous pour poursuivre cette ligne de conduite voilà, qui est importante. Bien, Emma, merci pour tout. Alors, après toutes ces explications, donc on a bien compris qu'on avait des nouvelles compétences grâce à cette consultation infirmière et cet avenant 11. Tu as parlé de l'importance de la formation. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment on va pouvoir se former à ce nouveau rôle? Oui, effectivement, la formation, elle est indispensable pour permettre d'utiliser la consultation infirmière de la meilleure façon qu'il soit. Vous l'avez vu, effectivement, il y a quand même beaucoup de nouveautés, un positionnement qui est différent, des outils qui vont être différents. Il s'agit vraiment de mettre ces compétences infirmières, clinique infirmière, au cœur de la consultation. Pour cela, donc, la formation va être importante. On va valoriser la place de l'infirmière dans les soins de santé primaires, pour la promotion de la santé, mais aussi pour les parcours complexes des patients qu'on a qui ont des comorbidités, qui ont des polypathologies. Comprendre les nouveaux actes et facturer en toute sécurité, c'est un enjeu important, mais aussi assurer une traçabilité pertinente et poursuivre le développement des compétences infirmières, puisqu'il s'agit aujourd'hui de coordonner les soins. Et pour cela, la traçabilité de nos consultations via le DMP est capitale. Alors, l'initiation à la consultation infirmière, aujourd'hui, chez Orion, elle est proposée sur 3 jours de formation. Les objectifs de cette formation, c'est situer la consultation déjà dans le cadre réglementaire, hein, puisqu'il y a les nouveautés qui arrivent, donc il faut les connaître pour pouvoir faire une consultation pour une population cible, avoir des modèles structurants pour mener cette consultation. On a parlé du recueil de données, donc bien comprendre l'idée du recueil de données pour avoir un recueil de données très exhaustif. Voilà, faire un examen clinique, un entretien clinique, un examen physique. Analyser ensuite ces données de santé pour identifier les besoins, identifier les risques de la personne et enfin évaluer les capacités d'auto-soin de la personne. On va ensuite formuler les diagnostics prioritaires, les objectifs de soins, les interventions qui vont arriver et évidemment faire une évaluation de toutes ces interventions pour pouvoir apporter une efficience dans les soins du patient. Voilà, la conduite d'un entretien adapté en fonction des priorités des soins et des objectifs de la consultation. En d'autres termes, la consultation, elle permet de structurer sa pensée et de se sentir plus à l'aise dans cet exercice qui n'est pas si évident hein, au final. C'est aussi affiner son raisonnement clinique, utiliser un entretien motivationnel, valoriser les compétences d'auto-soin chez le patient et valoriser sa pratique en tant qu'infirmière. Voilà, chez le patient, donc voilà, valoriser le réajustement des connaissances, les auto-soins, mais aussi les facteurs de protection qui peuvent être présents. On va aussi faire le point sur les modèles de compte-rendu et de courrier d'orientation qui ne sont pas un exercice très évident pour les infirmières, mais qu'il est important de comprendre et à l'issue de maîtriser. Choisir Orion pour la formation de consultation infirmière, c'est un gage de qualité, car la formation est menée par des formateurs qui sont experts dans ce domaine. Cette formation va être portée sur votre projet professionnel avec des outils pratiques qui vont vous permettre de vous projeter dans cette activité de consultation infirmière. On va vraiment répondre à vos besoins et se mettre un petit peu en situation pour pouvoir être efficient, efficace très rapidement dès que vous allez pouvoir prendre en charge vos patients. Oui, merci Emma. J'en profite pour ajouter que vous pouvez, pour financer cette formation, bénéficier de l'enveloppe du FIFPL. La formation sur 3 jours est entièrement prise en charge. Donc, c'est l'occasion de se former aussi, hein, de profiter de ces financements. Nous allons maintenant en venir à la notion d'infirmier référent dont on entend parler depuis quelque temps, mais qui apparaît et qui est tracée avec cet avenant. Oui, en effet, ça fait quelques temps qu'on entend parler de l'infirmier référent.
Alors, dans l'attente des conclusions menées par le Conseil national professionnel, l'infirmier ou l'IPA référent pourrait être désigné par les personnes assurées sociales ou ayant droit de plus de 16 ans qui sont en affection de longue durée dans le cadre d'un parcours de suivi renforcé. Cette désignation sera aussi avec l'accord de l'infirmier. Hein, évidemment, il y aura la possibilité de partager cette référence. Voilà, ce suivi renforcé va favoriser la coordination des soins dans un parcours identifié pour le patient. Il va y avoir des missions de prévention, de suivi de coordination avec le médecin traitant, avec le pharmacien référent. Il y aura du coup des consultations infirmières mensuelles à domicile qui seront proposées par cet infirmier référent. C'est une mesure qui vise particulièrement les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap qui sont fréquemment en rupture de parcours du fait de leur dépendance. Donc quelque chose de très attendu actuellement. Donc maintenant, nous allons aborder un petit peu les cotations. Nouvel avenant qui dit nouvelles cotations, effectivement, on va le voir qui sont assez étendues dans le calendrier puisqu'elles vont s'étaler jusqu'en janvier 2029. Donc, nous allons tout d'abord avoir l'autorisation de délivrance des kits pour le dépistage des cancers colorectaux. Alors, au niveau de la rémunération, nous serons rémunérés 3 euros lorsque l'on va donner le kit de dépistage au patient et bien sûr, on va lui expliquer toutes les modalités de réalisation. Si ensuite le patient réalise le test, on sera a posteriori rémunéré 2 euros par patient. Nous arrive également prochainement la revalorisation de l'AMI à 3,35 euros. L'accès direct aux autres pansements, donc on a émis 2,02, c'est-à-dire que pour ces autres pansements simples, hein, nous aurons un accès direct, plus besoin de prescription médicale. Et puis, il y a la naissance de la majoration MIR, donc qui est la majoration de demande issue de la régulation, qui sera valorisée à hauteur de 15 euros. Bien sûr, majoration ponctuelle, par exemple pour les infirmiers qui sont volontaires pour répondre à des demandes du SAMU notamment. Ensuite, en janvier 2017, va apparaître le bilan de plaie, l'AMI 2,9. Attention, hein, on ne parle pas ici du bilan de plaie complexe, hein, l'AMI 11, mais ici, ce sera pour des pansements, du coup, en AMI 2 classiquement. Et puis, pour l'enfant diabétique de moins de 16 ans, nous aurons une majoration spécifique, MSD, lorsque l'on prend en charge des pompes à insuline en milieu scolaire uniquement. Revalorisation à nouveau de l'AMI en novembre 2027, encore de 10 centimes, ce qui va donner un AMI à 3,45 €. Puis en janvier 2028, plusieurs actes apparaissent, hein, la surveillance clinique hebdomadaire, une surveillance clinique spécifique pour les situations aiguës, l'acte d'administration et de surveillance de médicaments pour des patients avec des ALD de démence spécifiques, hein, que nous aurons l'occasion de revoir d'ici là. Et enfin, une majoration qui se nomme MSG pour les patients en prise en charge lourde en BSC, à condition que T-Égale 1 plus B soit égal ou inférieur à 35. Puis pour janvier 2029, il faudra que T-Égale ASB donne un score égal ou supérieur à 32. Nous arrivons maintenant à notre moment de questions-réponses. Je suis certaine que vous avez plein de questions sur l'avenant 11, donc je vous laisse les poser dans le chat et puis nous allons essayer de répondre à un maximum. Merci Aurélie. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Oui, alors déjà, nous avons Isabelle qui nous demande, bonjour, est-ce que cette consultation, donc la consultation diabétique, je suppose, se Mhm. cumulera avec la MI4 de surveillance hebdomadaire du patient de plus de 75 ans? A priori, d'après les textes, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de raison que ça se fasse puisque il n'est pas question d'avoir le suivi au long cours de ce patient. C'est vraiment une consultation pour gagner dans l'autonomie du patient. Donc, a priori, dans ce que j'imagine en tout cas, peut-être ce seront des choses à préciser par la suite. Je pense que ce sera vraiment des personnes qui ont l'instauration du traitement par le médecin et qui ont vraiment ce besoin de gagner en autonomie, après de ne plus du tout avoir d'infirmier, de passage infirmier, notamment un passage du coup chronique d'un infirmier de façon hebdomadaire. Peut-être quelques années après,
Mais en tout cas, là, c'est des patients qui gagnent en autonomie. Donc peut-être aussi des patients un petit peu plus jeunes aussi, hein, puisque les diabétiques de type 2 qui passent sur de l'insulinothérapie peuvent être beaucoup plus jeunes que 75 ans. Et oui, ça va être tout l'enjeu aussi de ces consultations. On va rencontrer une nouvelle patientèle qu'on Mm. n'a pas forcément l'habitude de prendre en charge. Ouais. Alors, nous avons une question de Didier qui nous demande si la notion d'infirmier référent ne va pas être un handicap pour des cabinets avec des infirmiers qui sont assez nombreux. Donc là, il nous donne l'exemple de 6 infirmiers. Alors, il y aura une organisation, hein, très certainement. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, du coup, des conclusions du groupe de travail du CNP, du Conseil national professionnel, qui vont certainement nous donner des informations supplémentaires sur cette compétence d'infirmier référent. Et encore une fois, ce sera toujours à l'acceptation, ce sera sur le désir du patient, mais ce sera à l'acceptation aussi de l'infirmier. Donc, si vous ne souhaitez pas, parce qu'au niveau de l'organisation, c'est compliqué, vous pouvez toujours dire non. Et après, dans le texte de l'avenant 11, on lit quand même qu'effectivement, cette compétence pourra être partagée, peut-être en cas de vacances ou voilà, de situations assez particulières. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un référent qui puisse avoir le suivi du patient sur la coordination du patient complexe dans des situations un petit peu particulières, hein, où effectivement le médecin est peut-être un peu moins présent parce qu'il y a quand même une désertification médicale. Donc que l'infirmier puisse suivre le patient dans ce cas de figure. On va avoir des précisions, mais vous avez toujours la possibilité de dire non, il n'y a aucune obligation. Merci Emma. Alors, j'ai à nouveau une question de Didier qui nous demande que veut dire la majoration MSG. Et je n'ai pas de réponse. L'avenant ne l'a pas spécifié. Alors, de mémoire, il n'y avait pas vraiment de signification puisque c'était majoration pour les personnes âgées, dépendantes, fragiles. Mais j'avais fait justement la distinction. Enfin, je m'étais dit, il y a toujours une correspondance, mais là, ça n'était pas le cas. Et Peut-être voilà. majoration sujet gériatrique. Je crois que je m'étais imaginé ça. Mais voilà. Alors, on a Jean-Robert qui nous demande qu'est-ce que l'on entend par avis favorable de la HAS. Eh bien, la HAS émet des recommandations pour l'ensemble des parcours et des conduites à tenir pour les professionnels de santé. Donc, il faudra qu'effectivement, il y ait une préconisation de la HAS pour pouvoir valider cette consultation. Donc, vous avez vu que l'échelonnement, c'est quand même pas immédiat. Donc, d'ici, on va dire, la fin de l'année 2026, la HAS aura émis des recommandations concernant la consultation infirmière et certainement aura fait comme pour le parcours du patient diabétique, le parcours du patient insuffisant cardiaque, l'éducation thérapeutique pluriprofessionnelle, thérapeutique du patient en pluriprofessionnalité, il y aura des recommandations sur la prise en charge à faire, à mener. Donc ça ne devrait pas tarder, effectivement. Je pense que les discussions sont déjà en cours et voilà, sont déjà bien avancées. Merci Emma. Nous avons une question de Catherine qui nous demande si la consultation IDE doit être prescrite par un médecin. Alors, dans les textes, ouh là là. Dans le texte, je pense qu'effectivement, oui, il doit y avoir peut-être la notion d'orientation vers le médecin traitant, puisque le patient va sortir, en tout cas pour la consultation diabétique du patient insulinotraité, du patient diabétique insulinotraité, pardon, c'est la fin de la journée. Euh, le patient va sortir de chez son médecin, donc il y aura certainement une orientation. Et du coup, la notion aussi de connaissance de votre nouvelle compétence auprès de votre entourage médical. Par contre, en ce qui concerne le bilan prévention, les patients ont un accès direct à l'infirmière, puisque c'est eux qui choisissent leur professionnel. Et là, à ce moment-là, mais il n'y aura pas forcément de prescription pour ces interventions de consultation, Bien, comme c'est merci le cas Emma. pour d'autres actes. Pardon, Aurélie. Ah, non, non, pas de souci. Alors, nous avons Didier qui dit que la notion d'infirmier référent, ça va peut-être être compliqué. Bon, si le patient veut qu'on le fasse tous ses soins, et effectivement, et qu'on le suive. Alors,
Didier, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le médecin traitant. On va être infirmier Mm. référent, ça ne veut pas dire qu'on va être là 100% du temps pour nos patients et qu'on va Oui. devoir faire tous les soins. C'est vraiment, voilà, on va être l'infirmier quelque part référent pivot. Voilà. Mais bien sûr, on va pas pouvoir être là 100% du temps pour le patient, c'est Oui, évident. effectivement. Oui, comme tu dis, Aurélie, je reprends tes termes. Effectivement, il y aura des soins qui sont continus, mais il y aura un infirmier qui sera référent, qui va dire, bon, est-ce que vous avez vu le médecin spécialiste? Est-ce que vous avez fait votre bilan sanguin? Est-ce que vous avez bien vu le kiné parce que ça a été prescrit? Et c'est vrai que souvent les patients sont en rupture de soins, notamment quand les soins sont complexes, quand le médecin traitant est submergé. Et effectivement, c'est plutôt sur cette action de coordination, donc qui n'est pas, comme tu dis Aurélie, tous les jours au domicile du patient. C'est une consultation, a priori, mensuelle. En tout cas, dans le texte, ça a été écrit comme ça. Oui, et puis finalement, c'est quelque chose que jusque-là qui n'était pas nommé, mais nous faisons tout ça chacun dans notre prise en charge quotidienne. Tout à fait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, pouvez-vous préciser les modalités de prise en charge des plaies sans ordonnance? Alors, je vais répondre à Catherine. Ce seront pour ce qui est stipulé dans la NGAP comme autre pansement. Donc, ils sont actuellement en AMI 2. Ça va devenir un AMI 202. Alors, non pas pour la majoration de rémunération, puisque le 0,2 ne va rien apporter, mais parce que ça va être un indicateur, un traceur, pour voir combien de fois cet acte va être utilisé par les infirmiers. Donc, typiquement, je ne sais pas, le patient qui se blesse, qui vous appelle parce qu'il y a une dermabrasion ou autre, voilà, vous pourrez y aller sans avoir de prescription par le médecin préalable. Serons-nous obligés de tracer sur le DMP? Alors, oui, enfin, dans la mesure Oui. du possible, il est fortement conseillé et recommandé, c'est bien stipulé dans l'avenant 11, que nous allons devoir abonder le DMP régulièrement. Oui, tout à fait, hein, pour la traçabilité des soins et l'importance de la coordination. Oui, pour tout, de plus en plus pour tous les soins, hein, de toute façon, les logiciels infirmiers devraient, dans quelques mois, être DMP compatibles. Et quand vous ferez un compte-rendu sur votre logiciel, il devrait pouvoir aller directement sur le DMP. Ça, effectivement, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident pour nous infirmiers, mais qu'il faut faire pour valoriser nos compétences, justement, pour montrer ben, qu'on a une plus-value dans la prise en charge du patient. Effectivement, et puis cet avenant 11, que l'on parle du DMP ou du dossier de soins infirmiers, hein, nous avions déjà des obligations législatives, mais il insiste d'autant plus sur l'obligation de traçabilité, hein. Alors, nous avons Jean-Robert. Alors, je vais te laisser répondre, Emma. Mhm. Pourrons-nous continuer à faire des consultations infirmières déjà mises en place sur d'autres prises en charge qui sont actuellement hors conventionnement? Bah, si c'est hors conventionnement, il n'y a pas de raison. Après, je ne sais pas sur quel motif vous faisiez ces consultations et dans quel cadre. Voilà, après, c'est effectivement une première pierre est attendue depuis, j'ai envie de dire, les années 2000, peut-être même avant pour certains. La consultation, ça va se mettre en place tout doucement. Il faut pour ça aussi montrer patte blanche pour avoir la possibilité d'avoir plus de motifs de recours pour ces consultations, en effet. Après, du coup, je ne sais pas sur quelle thématique et dans quel cadre vous faisiez ces consultations, peut-être avec l'exercice coordonné, une CPTS ou une MSP. Alors, je ne vois pas les questions, du coup, je vais essayer de me mettre. Nous allons voir si Jean-Robert nous répond, nous donne un petit peu plus d'informations. Alors, nous avons Séverine qui nous demande, si je comprends bien, nous pourrons par exemple coter cet AMI 202 de notre propre initiative chez nos propres patients chroniques si ils se font des plaies. Oui, par exemple, Séverine, effectivement, alors hors BSI, hein, par contre, ce ne sera pas cumulable avec le BSI, mais oui, chez nos patients ou même chez des gens que nous n'avons pas en soins, qui nous appellent pour un pansement ponctuel. Vous savez, le patient qui nous appelle pour un pansement ponctuel et on lui demande, ah, vous avez vu le médecin, vous avez une ordonnance, voilà. Des petits pansements simples, enfin, comme ça, je dis petits pansements, mais c'est peut-être pas le bon terme. Voilà, nous n'aurons plus obligatoirement besoin d'une ordonnance.
Donc, ce sera à nous aussi de déterminer la fréquence du pansement, la durée, etc. Bien Bien sûr, sûr, avec tact et mesure. tout à fait. C'est quand même des grandes avancées hein, pour les infirmières. C'est important de pouvoir bien le mettre en pratique et justement tracer pour valoriser ces compétences. Alors, on a Sandrine qui nous demande si les médecins sont informés de l'avenant. Alors, bah oui, comme on est informé de leurs avenants par des informations médiatiques, par des collègues, par pas mal de sites. Après, ce sera bah, à nous de valoriser ces nouvelles compétences, surtout si on se forme. Il y a les délégués d'assurance maladie qui doivent, hein, c'est leur travail de passer aussi dans les cabinets médicaux au fur et à mesure pour expliquer un petit peu les nouveautés de chacun des professionnels, mais bon, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, voilà, parfois pour certains, c'est difficile de tout, de se souvenir de tout, d'autant plus que bah, faut qu'ils sachent, enfin, qu'ils sont déjà très occupés. Donc, des petites piqûres de rappel. Par l'exercice coordonné, dans les MSP CPTS, il sera tout à fait possible de les informer par des petites flashs, des mails, voilà, d'en parler lors des réunions que vous avez avec les professionnels autour de vous. Merci, Emma. Et nous avons Jean-Robert, du coup, qui nous reparle du cadre de ces Ah consultations, oui. qui réalise notamment pour des prises en charge de douleurs et d'anxiété avec Mhm. l'utilisation de TP. D'accord, bah, oui, c'est Mais il ne nous intéressant. précise pas les modalités. Ça a l'air très intéressant en tout cas. Et pour mettre ces consultations en valeur, c'est très important de tracer justement, voilà, parce que s'il y en a d'autres qui les font, n'hésitez pas à tracer ce que vous faites. Après, si c'est hors cadre de la convention, ouais, ce ne sera pas interdit si ça ne l'était pas jusqu'à présent. Alors, nous avons une question sur la majoration MIR de Laetitia. Donc, MIR, ça veut dire majoration issue de la régulation. Donc, comme je disais, c'est en cas, par exemple, des infirmiers qui font des gardes qui peuvent être appelés lorsqu'il y a une levée de doute à faire, par exemple, un patient qui appelle le 15. Voilà, on va envoyer un infirmier volontaire pour se rendre sur place chez le patient et voir, bah, soit il faut effectuer un soin peut-être, soit il faut lever un doute pour voir s'il faut envoyer éventuellement une ambulance ou pas. Voilà, bah, cette majoration, elle sera applicable dans ces cas-là. Ouais, je compléterai même Aurélie. Du coup, il faudra s'inscrire sur la plateforme du SAS et ça, c'est quelque chose de volontaire. Donc, on n'appellera pas n'importe qui, n'importe quand. Tout à fait. Nous avons Catherine à propos des pansements, je suppose, qui nous demande si nous pouvons prescrire le matériel ainsi que les antiseptiques. À partir du moment où nous pouvons faire les pansements en accès direct, nous pourrons prescrire le matériel nécessaire. Oui, bien sûr. Mm. Nous avons Sylvie qui nous demande si la formation est indispensable pour avoir le droit de réaliser une première consultation ou fortement conseillée. Ça, je pense qu'effectivement, ben, la HAS, en tout cas, mettra un point d'honneur là-dessus, d'avoir des infirmiers qui sont formés. Je le vois, moi j'ai fait cette formation il y a une dizaine de jours, il y a quelques jours, à un groupe, et effectivement, on voit bien que c'est quand même pas dans les habitudes de faire la formation, de faire la consultation, pardon. Donc c'est quand même vraiment important d'avoir cette formation pour pouvoir bien se positionner, comprendre l'enjeu, utiliser des outils, ça vous fait moins perdre de temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont commencé à faire des bilans prévention. Les premiers prennent quand même beaucoup de temps. Le fait d'être à l'aise dans sa consultation, de poser des choses, de poser des questions rapides, de faire l'entretien motivationnel rapide, on va quand même plus rapidement à l'information qu'on recherche. Et on a aussi des outils pour faire cheminer le patient lorsqu'il faut lui apprendre à utiliser son freestyle. Il ne s'agit pas de lui mettre et de le revoir la semaine prochaine. Voilà, il faut vraiment l'accompagner. C'est lui qui fait. Et c'est pas des choses dont on a l'habitude. Pareil pour l'insuline, hein. Donc oui, effectivement, je pense que vraiment c'est important de faire la formation qui finalement, enfin là en tout cas, elle n'est que de 3 jours, donc ça, voilà, c'est une Et puis elle formation est qui reste intégralement assez courte. et elle est intégralement financée par le FIFPL, donc
C'est vrai que ce sont des nouvelles compétences si on veut pratiquer au plus juste et Ouais. faire les choses le mieux possible. C'est beaucoup mieux de se former, hein. C'est même très important. Tout à fait. Alors, il y a Sandrine qui nous redemande, mais tu viens de le dire, Emma, si tu peux nous le redire, comment être inscrit sur la liste des volontaires, être inscrit sur la plateforme pour pouvoir faire des interventions, notamment sur appel du SAMU. Il faut se rapprocher de la CPTS de votre territoire et il y a une plateforme SAS. Alors, je ne sais pas si cette expérimentation est ouverte à toutes les régions aujourd'hui. C'était possible dans certains départements, certains territoires. Mais en tout cas, le SAS existe partout pour les médecins et va s'étendre pour les infirmiers. Donc, on attendait aussi la cotation parce qu'il ne s'agissait pas d'y aller et de ne pas avoir la rémunération. Ça va s'étendre avec du coup cette cotation qui arrive. Donc voilà, renseignez-vous surtout auprès de vos CPTS qui ont les informations, qui ont les coordonnées de la plateforme SAS. SAS, Justement, pardon, c'est oui. Service d'accès aux soins. On utilise beaucoup d'acronymes. Service d'accès aux soins. Alors justement, tu parles de CPTS et quelque part, cet avenant est mis aussi en lumière avec les consultations, la notion d'infirmier référent, le DMP, l'importance de la coordination et de l'exercice coordonné, hein. C'est vraiment un point angulaire maintenant Ouais. de notre pratique, hein. Oui, on pratique de moins en moins de façon isolée et on s'aperçoit que de cette façon, on a quand même une meilleure organisation de travail, voilà, une amélioration de nos conditions de travail. C'est très très intéressant, on perd moins de temps, voilà, on fait pas, on n'est pas, on travaille pas en dehors de nos compétences, on a des solutions un petit peu pour tous, c'est hyper important. Alors, avez-vous d'autres questions? Alors, nous allons aussi pouvoir vous proposer des formations pour vous accompagner à ces nouveaux actes de consultation, notamment la NGAP, hein, que nous présentons en présentiel, classe virtuelle ou e-learning. La formation devenir expert en cotation, facturation et réglementation qui est accessible, éligible au CPF, que nous proposons également en présentiel, classe virtuelle et e-learning. Formation diabète, hein, bien sûr, qui devient un essentiel avec la consultation qui en fait le pendant, du coup. Pareil, en présentiel, classe virtuelle et e-learning. Le bilan de prévention, hein, dont on a largement parlé. Formation qui existe déjà également. Et enfin, la consultation infirmière, hein, je rappelle, qui est de formation de 3 jours. Mhm. Et qui est très intéressant. Donc, ben, si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons vous laisser pour cette fois-ci. Donc, profitez-en si vous avez encore quelques questions. Nous avons encore quelques minutes. Et sinon, nous nous retrouverons le 16 avril pour encore une fois discuter de l'avenant 11 et cette fois-ci des impacts sur la pratique IPA et notamment également les évolutions de la NGAP. Tout à fait. Est-ce qu'il y reste des questions du coup? Je ne pense pas, il n'y a plus de questions, Emma. Bon, ben, on a été très efficace, hein. Je suis contente d'avoir fait ce webinaire, hein. Merci à tous Nous, pour votre écoute. nous vous remercions et n'oubliez pas non plus, hein, vous pouvez visionner le webinaire sur la chaîne Orion, hein, ainsi que les webinaires précédents. Nous avons également des podcasts. Voilà, tout ça est en accès libre, donc n'hésitez pas à aller vous informer si vous avez un peu de temps, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.